Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation. Alors ce mardi 9 février 2021, c'est le Safer Internet Day, c'est-à-dire une mobilisation un peu partout dans le monde pour un Internet plus sûr. Alors cette thématique de la sécurité, on va la développer en deux temps dans l'émission. D'abord avec l'interview de la porte-parole du ministère de l'Intérieur, Camille Chaise, qui est installée à mes côtés. On parlera de la numérisation du ministère et de la police. Et puis ensuite avec un talk qui rassemblera des professionnels qui combattent au quotidien le crime sur Internet. Alors il faut savoir que ce contexte particulier de la pandémie a remis au centre des préoccupations de sécurité l'exposition des enfants et des jeunes en ligne. Lors de ces deux derniers confinements, notamment, les chiffres quant aux atteintes aux mineurs en ligne ont explosé. Nous verrons donc comment les professionnels travaillent, quels sont leurs outils pour avancer dans leurs enquêtes, l'importance du signalement ou encore les bonnes pratiques à adopter. Et puis, changement de sujet, on retrouvera notre rendez-vous avec le monde de la donnée pour parler des nouveaux modèles économiques et des questions juridiques que le marché de l'attention a engendré. Avant de conclure par une innovation assez étonnante, des épinards bioniques pour lutter contre la pollution des eaux. Voilà pour le programme du jour, mais d'abord, donc, place à l'interview. La transformation numérique au sein de la police et du ministère de l'Intérieur plus largement, on en parle avec Camille Chaise. Bonjour. Bonjour. Donc je disais, vous êtes porte-parole du ministère de l'Intérieur. Déjà, première question, est-ce qu'il y a des domaines de compétences du ministère qui sont plus avancés que d'autres en matière de numérisation ou peut-être qui ont été numérisés en premier ? Tout à fait. Alors, on présente souvent notre ministère de l'Intérieur, notre grand ministère de l'Intérieur, comme un ministère suradministré où la procédure est très présente. Et en fait, depuis quelques années déjà maintenant, on a franchi ce cap technologique de digitalisation de nos services. Alors, il y a des domaines, effectivement, pour lesquels on est plus avancé. C'est par exemple tout ce qui est délivrance de titres. Vous voulez changer votre carte d'électeur, vous voulez renouveler votre pièce d'identité, votre passeport. Tout ça, c'est des démarches qu'on peut faire en ligne maintenant sur le site internet intérieur.gouv.fr. Donc tout ça, ça se fait en ligne de manière facilitée et vous n'allez finalement réaliser toutes les démarches en ligne, sauf le dernier rendez-vous final. C'est ce que j'allais dire. C'est vrai que les sites de démarches sont vraiment très bien faits et très efficaces, on gagne du temps, mais il reste encore l'étape de la mairie quand même. L'étape de la mairie où il faut effectivement soit passer devant un officier de police judiciaire pour ce qui est carte d'électeur, soit avoir effectivement le moment de la délivrance où là c'est un moment physique, mais finalement qui est réduit avec une prise de rendez-vous. Donc, dans ce domaine-là, on a vraiment franchi un cap. Et puis, par exemple, sur tout ce qui est accueil des étrangers en France, délivrance des visas, où, par exemple, pour les étudiants, maintenant, tout est digitalisé. Ça facilite, dans notre processus d'immigration choisie, l'arrivée des étudiants en France. Et puis, peut-être dernière nouveauté, on a la brigade numérique de la gendarmerie et moncommissariat.fr, qui a d'ailleurs été primé récemment, qui est un système de chat où les gens qui ont des questions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 peuvent les poser à des policiers et des gendarmes, avoir une orientation, savoir s'ils doivent se déplacer dans une brigade de gendarmerie ou un commissariat de police, avoir aussi des conseils juridiques. Donc ça, c'est aussi. Ça veut dire qu'il y a une brigade dédiée qui sont là spécifiquement pour répondre aux questions à travers le chat ? Tout à fait, c'est des plateformes avec des policiers et des gendarmes où il y a plusieurs dizaines d'agents qui sont formés et qui, H24, peuvent répondre, et notamment sur les violences faites aux femmes. Il y a une automatisation aussi des outils de chatbot, d'IA. On a un peu de chatbot, effectivement, avec un chatbot qui s'appelle Mia, qui peut aider à répondre. Mais sur moncommissariat.fr et la brigade numérique de la gendarmerie, ce sont des vrais policiers et des gendarmes, donc de l'intelligence humaine, qui peuvent orienter. Et on le voit notamment sur les violences faites aux femmes. Ça a une vraie importance dans le processus de libération de la parole. On a notamment des femmes qui font état de ce qui leur est arrivé, qui sont encore dans un processus de compréhension des violences qu'elles ont subies. Et donc, ces chats en ligne sont très importants. Ça permet aussi de se confier, d'avoir des conseils de manière totalement anonyme. Et c'est important pour les citoyens d'avoir ces accès maintenant tellement simples, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et l'arrivée des réseaux sociaux a changé aussi les choses, les façons de travailler au ministère ? Pour nous, les réseaux sociaux ont vraiment un intérêt dans la protection des populations. Par exemple, on a un compte Twitter Beauvau Alerte qui prévient les populations quand il y a un événement grave. Ça peut être une catastrophe naturelle, par exemple une crue, une inondation qu'on prévoit à l'aide aussi de Météo France,
ou aussi quand il y a un attentat en cours, ce Beauvau Alerte émet un message à tous les followers, à tous les abonnés, pour donner des consignes à la population de protection, par exemple, restez chez vous, où on donne aussi un état d'avancement de la situation jusqu'à la levée des restrictions. On l'a déclenché 22 fois, ce Beauvau Alerte, depuis la mise en place en 2018, et c'est vraiment important pour nous dans le processus de protection de la population. Alors, on voit la numérisation au service de la population. Et alors, de l'autre côté, au service des agents, est-ce qu'il y a une progression? Parce que c'est vrai qu'on a quand même l'image du commissariat avec des outils ancestraux. Est-ce que là, ça bouge aussi? Est-ce qu'il y a une numérisation qui profite à l'intérieur, à ceux qui travaillent pour la sécurité? Tout à fait. On a doté depuis quelques années les policiers et les gendarmes de terrain, de smartphones et de tablettes Néo, c'est leur nom, qui sont un outil opérationnel qui permet de faciliter les transmissions avant tout transiter par nos systèmes radio. Par exemple, quand on contrôlait un véhicule, qu'on voulait passer le véhicule au fichier des véhicules volés pour vérifier que tout était en règle ou pas. Tout ça, ça transitait par radio, ça prenait du temps. Des fois, les transmissions n'étaient pas de grande qualité. Maintenant, tout ça, ça se fait depuis la tablette. Donc, un gain de temps, un gain d'efficacité, une plus grande accessibilité à tous les outils. Et puis aussi une valorisation du métier. Pour un policier, un gendarme de terrain, voilà, on a en poche tous les outils facilités et on est autonome dans la gestion de son intervention. Et donc ça change beaucoup de choses. Après, on a encore un gros travail de simplification de nos procédures. On sait que la procédure pénale, le code de procédure pénale en France est complexe. Donc on y est soumis. Et on a quand même un gros travail de simplification de certaines procédures pour les rendre plus automatiques et donc plus efficaces en fin de compte pour que la sécurité soit plus immédiate et plus rapide. On ne va pas rentrer dans le détail des budgets parce que numériser, ça coûte de l'argent. Donc j'imagine qu'il y a aussi une problématique de budget. Il y a une problématique d'outils, trouver les bons outils. Et puis il y a aussi la question de la culture. Comment on travaille cette culture du numérique? Tout à fait. Alors on a au sein du ministère plusieurs types d'organisations qui ont été mis en place. On a une mission spécifique qui travaille à la simplification, à la modernisation du ministère, qui est un peu notre aiguillon, notre moteur dans ces transformations numériques. Et puis depuis quelques mois maintenant, on a une direction du numérique proprement dite, qui a, comme vous le disiez, des budgets importants alloués et qui travaille sur toutes ces questions. L'important aussi, c'est de faire comprendre à nos 300 000 agents sur le terrain que finalement, la numérisation, la digitalisation, elle est partout, que c'est des outils de simplification de notre travail quotidien. Mais j'allais dire, tout ça, c'est bien compris parce qu'on a aussi une nouvelle génération de policiers et de gendarmes de terrain qui attendent que ça, utiliser par exemple les réseaux sociaux pour les appels à témoins, pour faciliter notre travail d'enquête, utiliser des nouveaux outils, nos jeunes générations de professionnels. Des nouveaux métiers, des nouveaux fonctionnaires sur le ministère, notamment en matière de cybercriminalité. Vous évoquiez aujourd'hui la journée pour un Internet plus sûr. On a maintenant des équipes importantes qui travaillent dans ce domaine de la lutte contre la cybercriminalité, que ce soit Pharos, je pense que vous en parlerez dans quelques instants, Absolument. notre plateforme de signalement en ligne, mais aussi des enquêtes dans le domaine cybercriminalité où on a de la cyber-infiltration pour démanteler des réseaux, par exemple dans le domaine du terrorisme et de la pédopornographie. Merci beaucoup Camille Chess, porte-parole du ministère de l'Intérieur, d'être venue nous parler de cette numérisation de la police et du ministère de l'Intérieur. C'est l'heure donc de notre talk sur l'événement du jour, le Safer Internet Day. C'est donc le Safer Internet Day aujourd'hui, mobilisation, grande mobilisation, c'est ce que nous verrons. Alors que la pandémie Covid-19 a réinventé le comportement des enfants et des jeunes en ligne, elle a aussi multiplié les atteintes et les crimes à leur égard. Quelles actions sont menées pour réduire ces risques auxquels les mineurs sont confrontés? Quels conseils peuvent nous livrer les professionnels qui combattent ce crime sur le terrain du numérique? On en parle avec la commandante Véronique Béchu, chef du groupe central des mineurs victimes, une unité ultra spécialisée dans la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs au niveau national et international. Également autour de cette table, Jean-Christophe Le Toquin, président de Point de Contact, qui est le premier pourvoyeur de signalement auprès des autorités de la plateforme Pharos opérée par le ministère de l'Intérieur. Alors à ce titre, Jean-Christophe Le Toquin, vous êtes également président d'INOP, qui unit une quarantaine de pays et de hotlines, plateformes de signalement à travers le monde, dans la lutte contre les contenus d'exploitation et d'abus sexuels des enfants
en ligne. Également avec nous en visio, l'adjudant Régis Villette, qui est chef du Centre d'analyse des images pédopornographiques, une des branches du Centre de lutte contre les criminalités numériques à la Gendarmerie nationale. Alors, on va commencer peut-être ensemble, Jean-Christophe, sur ce Safer Internet Day. Ce que l'on peut en dire, je dis que c'est une grande mobilisation mondiale. Est-ce que vous me le confirmez déjà? C'est la 18e édition, hein? Absolument. Donc, ça a été initié par l'Union européenne, en fait, en 2004. Et donc, tous les ans, c'est l'occasion de délivrer un message positif auprès des enfants, tout en, je dirais, prévenant sur les risques aussi qui sont associés à l'activité sur Internet. Et donc, c'est la grande messe annuelle sur le sujet. Et il y a quoi? 150 pays mobilisés autour de l'événement? Oui, c'est ça. Madame la commandante. Et alors, aussi, autre fait intéressant, c'est l'occasion pour tous ceux qui travaillent sur ces sujets de communiquer sur leurs actions. Et j'ai vu que le gouvernement avait lancé un site aujourd'hui, je protège mon enfant.gouv. Est-ce qu'il y a d'autres actions notables, Jean-Christophe, qu'on peut signaler aujourd'hui? Cette année, c'est l'année du Covid, donc on en reparlera avec Madame la commandante, mais vraiment, je veux dire, aujourd'hui, on est sous le signe de cette pandémie qui a fait exploser, malheureusement, et les violences intrafamiliales, et les activités en ligne, et les mauvaises activités en ligne. Donc ça, c'est le premier fait vraiment notable qui est totalement différent des années précédentes. Et l'autre aspect, c'est qu'on a souhaité, je dirais, mettre l'accent sur les héros de l'ombre, donc les équipes de Mme Béchu, les équipes de la gendarmerie, nos équipes d'analystes, pour vraiment faire comprendre ces métiers, parce que ces contenus sont vus par des gens et qui, derrière, entament tout un process pour protéger les victimes aujourd'hui et à l'avenir. Alors, effectivement, on va un peu rentrer dans les coulisses de ce combat contre le crime qui vise en particulier les mineurs. C'est le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Commandante Béchu, peut-être vous pourriez nous expliquer déjà à quoi ressemble le travail quotidien de vos équipes? Alors, mon unité est point d'entrée à l'international, c'est-à-dire qu'on reçoit tous les signalements qui nous arrivent de nos homologues étrangers sur notre thématique de travail, donc la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs. On va, à partir de là, essayer de trouver l'infraction qui nous intéresse au regard de la loi française, puisque on peut avoir des signalements sur des faits qui ne sont pas constitutifs d'une infraction au regard de la loi qu'on applique en France. Et à l'issue, on va essayer de localiser, identifier tant les auteurs des exactions que les mineurs victimes. Et ensuite, soit on va garder au sein de mon unité le dossier pour le traiter, puisqu'on garde nous, ce qu'on appelle les hauts profils de risque, c'est-à-dire les abuseurs, ceux qui abusent d'enfants ou sont complices d'abuseurs d'enfants aux fins de produire des images et des vidéos qui seront ensuite diffusées au sein de la communauté pédocriminelle, que ce soit sur le ClearNet ou le Darknet. Et quand les signalements arrivent chez vous, c'est parce que justement ces agresseurs sont français ou pas forcément? Alors on peut avoir des agresseurs étrangers qui, via les réseaux de communication, abusent de mineurs à distance qui sont localisés en France. Donc dans ces cas-là, on est compétent. On peut avoir des abuseurs français qui produisent, notamment dans la cellule intrafamiliale ou parce qu'ils ont des accès facilités aux enfants. Ça peut être les entraîneurs dans le monde du sport, ça peut être... On a tout un panel de professions, en fait, ayant accès à des enfants facilités et donc qui en profitent pour abuser des mineurs. Et donc, quand c'est produit en France, c'est-à-dire quand les abus se passent en France, on est également compétent. Et puis, on peut avoir une victime à l'étranger et l'abuseur en France. Donc là aussi, on sera compétent. Mais c'est uniquement le traitement à partir de contenus numériques, de diffusion sur Internet, sur lesquels vous travaillez. Oui, le vecteur de base, c'est quand même l'utilisation de moyens de télécommunication. Donc à partir du moment où ça a été diffusé au sein de l'Internet, et que ça a été découvert, soit par nous-mêmes, puisqu'on peut créer des dossiers d'initiative, puisqu'on est l'unité qui forme à l'enquête sous pseudonyme, ce que tout à l'heure vous avez appelé la cyber-infiltration. Donc on peut initier des procédures en se faisant passer soit pour des victimes potentielles, soit pour des pédocriminels. On va alors à la chasse, à la recherche d'autres pédocriminels pour pouvoir se connecter et obtenir leur production personnelle. Et donc dans ces cas-là, on réussit à qualifier une infraction. Et ensuite, on localise l'abuseur et on localise la victime.
Alors, on va donner la parole à l'adjudant Régis Villette qui est connecté avec nous par Skype, chef du Centre d'analyse des images pédopornographiques à Gendarmerie nationale. Bonjour. J'ai envie de vous poser la même question. En quoi consiste votre travail au quotidien? D'abord, par quoi ça commence? Alors concrètement, on va recevoir les données qui vont arriver d'une saisie d'un dossier police ou gendarmerie. Donc, basiquement, les unités locales vont interpeller un agresseur ou vont être saisies par une victime. Ils vont faire analyser le matériel informatique et toutes ces données vont être centralisées et remontées au niveau du Centre national d'analyse des images de pédopornographie pour pouvoir être exploitées, pour vérifier déjà si des données concernant cette victime ou concernant cet individu en tant qu'agresseur sont présentes sur les supports et ensuite vérifier si dans toutes les autres données, on a des victimes qui sont identifiables ou d'autres agresseurs identifiables. Si on arrive sur la même victime ou même agresseur, on va retransmettre l'information à l'unité locale. Sinon, une enquête va être initiée à notre niveau, au niveau du Centre de lutte contre les criminalités numériques, pour tout ce qui peut être concerne des dossiers pouvant être gérés à notre niveau. Ou sinon, on va se mettre en relation aussi avec l'équipe de Véronique Béchu, si on a besoin de partir un peu plus loin ou on a besoin d'assistance. Et cette analyse des images, vous utilisez des outils automatisés? Alors, on a un peu d'intelligence artificielle sur nos outils pour pouvoir nous simplifier le travail. Basiquement, nos logiciels vont pouvoir comparer si les fichiers sont déjà connus de notre base et de la base Interpol, donc s'ils ont déjà été visualisés par quelqu'un. Et ensuite, donc, on va s'intéresser à tout ce qui est nouveau, donc tous les nouveaux contenus pour pouvoir vérifier si effectivement on a des abus qui ont été réalisés, qui n'étaient pas encore identifiés, pour lesquels on va pouvoir identifier nos victimes et nos auteurs. Je voudrais revenir à vous, Jean-Christophe Le Toquin, avec ce chiffre assez effrayant. C'est la France qui est le 3e pays hébergeur de contenu pédopornographique dans le monde. Comment on peut expliquer ça? Alors, il y a une raison assez simple qui est positive, en fait, qui est qu'on a une extrêmement bonne infrastructure cloud, donc d'infrastructure d'hébergement de sites, très compétitive sur le plan économique. Et du coup, ça attire beaucoup de bons business, mais aussi un peu de très mauvais. Et c'est aussi pour ça que les Pays-Bas, eux, sont numéro 1. C'est aussi en raison de leur compétitivité, de leur offre cloud. Donc, on n'est pas affaire à du... Pourtant, les géants du cloud, on les voit plutôt de l'autre côté de l'Atlantique. Alors oui, après, il faut voir, par exemple, comparer les chiffres. Par exemple, nous, en 2019, depuis ça a augmenté avec l'effet Covid, on a reçu 30 000 signalements, dont la moitié étaient des contenus illégaux, qu'on a alors transmis et aux autorités et aux opérateurs concernés. 30 000, il faut comparer avec la plateforme Messenger, par exemple, qui à elle seule a signalé 16 millions de signalements aux autorités américaines, lesquelles ensuite, lorsqu'elles trouvent des adresses françaises, les envoient vers les services de Mme Béchu. Donc voilà le ratio. Donc en fait, on a effectivement sur l'hébergement une forte, on est numéro 3 mondial. Après, ce n'est qu'un indice parmi d'autres, l'activité et le trafic de ce genre d'images au niveau mondial. Est-ce que les hébergeurs jouent leur rôle dans la lutte contre ces contenus ? Alors aujourd'hui oui, en tout cas nous on est très fiers d'avoir OVH Cloud parmi nos membres et qui sont d'ailleurs vice-présidents de notre association depuis quelques mois et donc est un fort partenaire pour notre hotline. Aux Pays-Bas, tous les hébergeurs sont en discussion avec le gouvernement qui a mis un gros coup d'accélérateur sur ce sujet, considérant que c'était intolérable que les Pays-Bas soient aussi loin. Et donc là, alors c'est un mélange de coopération volontaire et poursuivie par les autorités. Et en France, donc pour nous, c'est OVH, notre grand partenaire en ce qui concerne l'hébergement français. Mais au-delà de dire on va être partenaire de point de contact, ils ont des obligations légales, les hébergeurs. Oui, tout à fait. Il y a une obligation de suppression. Après, la problématique, c'est que parfois, ils n'ont pas une obligation de regard sur le contenu. Donc, c'est là où nous, on essaye d'entrer en scène, puisque nous, de par notre infiltration sur les réseaux, on peut voir ce qu'il y a comme contenu. Et dans ces cas-là, nous faisons fort de les signaler afin qu'eux puissent les supprimer. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas une requête, une procédure judiciaire. Là, c'est simplement une alerte en amont, c'est ça ? Oui, mais ensuite, ils ont une obligation de suppression avec des deadlines légalement établis. D'accord. Donc, normalement, ça devrait fonctionner. On devrait avoir un nettoyage effectué régulièrement. Alors, le nettoyage est effectué, plus ou moins, de manière plus ou moins importante. Mais il y a une telle communauté pédocriminelle qu'en fait, les contenus se renouvellent quasiment instantanément. Et c'est bien la problématique.
Jean-Christophe Le Toquin, donc Point de Contact, c'est un outil qui est disponible auprès de tous les internautes qui veulent signaler des contenus qui leur semblent préjudiciables ou criminels. Il existe aussi cette plateforme Pharos. Vous recevez-vous combien de signalements? Pourquoi on passe par vous? Quel est votre travail? Comment vous travaillez avec les autorités? Alors oui, effectivement, on nous pose souvent la question, comment on choisit entre Point de Contact? On voit du signalement des contenus illégaux. Pourquoi on irait voir Point de Contact? Pourquoi on irait voir ça fait différent? Pharos, l'équipe, je dirais le service officiel de la police? On va dire, pour schématiser, c'est un peu comme si vous hésitez entre le SAMU et les pompiers. Ce sont deux systèmes différents qui coopèrent entre eux et qui chacun amène sa particularité. Pharos, c'est la police. Donc si vous êtes, par exemple, convaincu d'avoir affaire à une victime, avoir affaire à un contenu hébergé en France et qui exige l'action de la police, signaler à Pharos paraît être le choix le plus logique. Certaines personnes peuvent avoir des réticences à aller à la police de peur que leur identité soit retenue, ou etc. Donc c'est là où nous, Point de Contact, on est une association public-privé, on réunit tous les acteurs. Donc en vérité, on réunit et les acteurs industriels et les autorités qui sont directement dans notre association. Donc tout est transparent. Et donc nous permettons aussi de faire d'autres choses. D'abord, nous avons ce réseau international d'hébergement. Donc souvent, on ne sait pas où sont hébergés les contenus. Donc nous transmettons directement aux pays concernés qui ensuite, localement, font les fermetures de comptes. Donc ça, on a cet avantage-là. Et puis, on a aussi ce travail sur la reconnaissance du métier des analystes, un travail qu'on fait avec les autorités, où là, on travaille à faire connaître le métier d'analyste, d'investigateur, de modérateur. C'est quelque chose de très important pour nous. Oui, parce que c'est très éprouvant, j'imagine, d'être confronté en permanence aux crimes sur Internet et en particulier aux crimes sur des mineurs. C'est extrêmement perturbant pour les personnes, donc que ce soit à la police ou chez nous, il y a un suivi psychologique. Ceci étant, il y a aussi la difficulté que ce métier n'est pas encore assez reconnu. Donc les gens qui font ce métier n'ont pas, on l'a vu dans le film Police, par exemple, de Mai Wen, on voit bien la dynamique n'est pas aujourd'hui, il n'y a pas un soutien collectif de la société en faveur de ces métiers qui ont un problème d'attractivité, de reconnaissance. Et nous, en tant qu'acteurs publics-privés, on travaille énormément à cet aspect-là pour justement progressivement au moins dire, et c'est le cas aujourd'hui, voilà, reconnaître ces héros de l'ombre, dont l'adjudant Villette, les équipes d'Alain Béchu ou nos équipes. Et alors vous, ce n'est pas un travail d'enquête au sens policier que vous effectuez, mais au sens juridique, c'est-à-dire vous qualifiez, c'est ça le contenu ? Voilà, si vous voulez, nous on fait un peu rôle d'entonnoir, de filtre. Quelque part, on est un peu, on protège de l'inondation des signalements les services de police, puisqu'on reçoit les signalements, on en fait l'analyse et ensuite ce qui est sans valeur ou sans intérêt, on le jette, évidemment, on ne traite pas. Et tout ce qui est pertinent, on le signale aux autorités. Donc pour eux, ça représente 30 000 signalements en 2019, mais beaucoup plus cette année ou 2020 et encore plus en 2021. Donc c'est autant de signalements qualifiés qu'ils arrivent et donc de le ressenti qu'on a des autorités. Il y a du temps aussi, oui. Voilà, c'est qu'ils ont... Alors, adjudant Régis Villadou, vous êtes formé à l'enquête sous pseudonyme. Moi, j'avais envie de vous poser la question de quelle est la particularité de ce type de travail et peut-être les difficultés. Alors oui, je suis formé. On est également aussi formateur pour la gendarmerie des enquêteurs sous pseudonyme. La particularité, c'est qu'il va falloir complètement changer notre point de vue quand on va enquêter sous pseudonyme. On va réellement rentrer dans un rôle. On va se faire passer soit pour une victime, soit pour un auteur. Donc on va dire entre guillemets que se faire passer pour une victime va être un peu plus facile parce qu'il va falloir jouer le rôle d'une jeune fille ou d'un jeune garçon et réacter comme elle sur Internet. Donc ça peut être encore assez facile, on va dire. Par contre, quand on va vouloir aller sur certains réseaux plus importants et se faire passer pour un acteur, donc un agresseur sexuel de mineurs, il va falloir là rentrer dans un rôle dans un personnage et c'est beaucoup plus complexe. C'est pour ça, comme le dit Jean-Christophe Le Toquin, que nos unités ont un suivi psychologique aussi, de manière à pouvoir préserver des risques et surtout les détecter le plus tôt possible pour pouvoir y remédier. Et ça demande aussi de développer des connaissances particulières sur comment aller dépister des réseaux sur Internet, aller dans le dark web. Est-ce que ça demande aussi des connaissances techniques ? D'un point de vue technique, pas tant que ça, parce qu'en fin de compte, c'est pas si compliqué. La preuve, c'est que la majorité des gens arrivent à aller sur le darknet. Le plus compliqué, entre autres, c'est de détecter le réseau sur lequel ils sont, donc le forum particulier. Pour ça, on a l'avantage, comme l'équipe de Véronique Béchu, de pouvoir s'appuyer sur nos homologues à l'international, qui vont pouvoir dire, voilà, ces forums-là sont les plus importants. Donc, on va pouvoir aller traquer les francophones qui sont dessus.
Et surtout après, ça va être plutôt d'un point de vue utilisation d'outils spécifiques et de savoir comment utiliser ces outils de manière à pouvoir collecter les preuves de manière sécurisée pour les utiliser en procédure. C'est surtout ça où la particularité. Et ces outils d'identification, ils sont de quel ordre? Alors au niveau d'identification, ça va être surtout sur l'analyse du contenu pur à notre niveau, donc des images et des vidéos, essayer de détecter les éléments dans ces contenus qui peuvent nous permettre de localiser si c'est en France ou pas, donc par rapport à certains petits détails comme des marques de produits. Et après, on va pouvoir vérifier si c'est en France, on va après lancer une enquête et traiter l'identification classique comme dans toute procédure avec les visages des personnes ou des détails de localisation. Commandant de Béchu, il y a aussi un nouveau phénomène qui est le live streaming. Alors, je ne sais pas si c'est tellement nouveau, mais en tout cas, ça pose peut-être des nouvelles problématiques dans l'enquête, puisque là, on est sur de la diffusion de flux en direct. Comment est-ce qu'on les trouve? Comment on les intercepte? Alors, le live streaming, effectivement, n'est pas une thématique nouvelle. Par contre, ça a pris une large ampleur en France dernièrement. Et là, avec le confinement, ça a complètement explosé. Alors, ce phénomène est très particulier parce qu'il implique à la fois notre territoire national, mais également la coopération internationale. Et c'est là que rentre en ligne de compte la complication, parce qu'il faut vraiment développer l'aide à l'international, les contacts. Pourquoi ça implique particulièrement l'international? Parce qu'actuellement, plusieurs pays sont ciblés. Alors, le phénomène a pris naissance aux Philippines. Il y a encore, c'est un fléau qui gangrène la société philippine actuellement. Il y a quelques pays d'Europe qui se livrent également à ce phénomène. Donc on tourne en direct des viols, des agressions sexuelles. C'est ça, ça va des abus sexuels jusqu'aux actes de torture et de barbarie. Il faut savoir que ce sont des sessions de plus ou moins longue durée et à un coût financier très pauvre, en tout cas pour les pays dits clients, puisque il faut savoir qu'une demi-heure de viol sur un enfant prépubère, donc de moins de 10 ans, c'est à peu près 15 €. Et nous, là, actuellement, on est en pleine interpellation au sein de mon unité d'un individu qui a dépensé depuis une dizaine d'années environ 100 000 €. Et comment vous, alors donc je reviens aux outils. Comment est-ce que vous arrivez justement à remonter jusqu'à l'origine, à trouver les gens qui regardent ces vidéos, parce que j'imagine qu'ils utilisent forcément des VPN ou en tout cas des moyens de brouiller les pistes. Alors, on a monté un protocole qui nous permet d'allier plusieurs partenariats, que ce soit l'analyse des flux financiers, que ce soit la coopération avec les collègues policiers. Donc c'est Interpol, Europol? Alors, Interpol, Europol peuvent entrer en ligne de compte, mais la collaboration bilatérale est quand même plus aisée à un certain niveau. Après, quand on a besoin d'autres éléments, de recoupement, etc., bien évidemment qu'on fait appel à Interpol, à Europol, parce qu'ils ont une grande base de données. Par contre, tout se monte en amont, le dossier se monte en amont. On travaille avec le parquet de Paris sur ces dossiers, puisqu'ils exercent leur compétence concurrente. Et donc, on va travailler toujours avec les mêmes partenaires. On va pouvoir développer une mécanique d'investigation qui devient automatique. Et ensuite, on va essayer de détecter le plus de cibles françaises possible. Jean-Christophe Le Teguin, vous diriez qu'aujourd'hui on est suffisamment armé, on est bien armé pour lutter contre ces crimes sur Internet? Alors, je dirais qu'on n'a jamais été autant dépassé par les événements et jamais autant prêt à faire une bascule. C'est-à-dire que je crois que dans les 5 prochaines années, on fera plus de progrès que dans les 20 dernières. En termes de déploiement des technologies, les technologies sont matures, mais elles sont peu encore déployées au niveau mondial. On en a des bribes au sein de chez nous, de la police française, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire. En tout cas, elles sont prêtes, elles sont abordables. On bénéficie aussi des technologies de cloud et toutes ces technologies vont être déployées bientôt, là, dans les années qui viennent. On s'y emploie au niveau mondial. Et on a aussi un soutien sans précédent, et je tiens à le dire assez solennellement, des autorités.
C'est-à-dire, on n'en parle pas en France, mais la commissaire européenne aux affaires intérieures, la commissaire Johansson, est extrêmement dynamique et il y a une stratégie européenne, enfin, depuis le mois de juillet, sur ces sujets. En France, nous, on doit rendre un coup de chapeau et un grand remerciement à Marlène Schiappa, Madame la ministre déléguée à la citoyenneté, qui soutient Point de Contact d'une manière sans précédent par rapport à ce qu'on a pu connaître dans les années précédentes. Aussi sur les questions de discrimination et de haine. Il faut pas. Oui. On parle beaucoup d'aspects pédocriminels, mais il y a aussi beaucoup de souffrance sur le harcèlement et la discrimination. Et là, donc, Madame Schiappa est extrêmement motivée. Donc, ça se réveille au Parlement européen aussi, la députée européenne Laurence Faringue, qui est très mobilisée sur le sujet. Donc on a une série de personnalités, Brigitte Lherbier au Sénat, voilà, alors il n'y a que des femmes, sans doute il y a peut-être un problème de leadership chez nos amis masculins, chez nos... Adrien Taquet quand même. Adrien Taquet, c'est vrai, sur le... qui intervient Jean-Christophe Le Toquin. Sur la l'inceste, oui, mais bon. Et donc voilà, donc on est à un tournant, sérieusement, et c'est vrai que là, que ce soit au niveau national et européen, on sent que les choses bougent et les années prochaines s'annoncent, à mon avis, déterminantes et on va voir du recrutement dans nos secteurs et je suis sûr qu'il y aura beaucoup de recrutement et de montée en capacité chez nos amis, la gendarmerie. En tout cas, en termes d'outils, d'innovation, vous dites aujourd'hui, on est paré. On est paré, la technologie est là. Elle est abordable. On parle de moyens, je dirais, assez peu coûteux par rapport à l'ampleur, à la gravité des sujets et l'impact sur les victimes. Donc là, on n'a plus de problème vraiment de technologie. On a des cas très difficiles comme le live streaming, où là, on est sur des communications privées, chiffrées. Donc là, c'est pas des informations disponibles facilement. Donc là, il y a un énorme travail de montée en compétences et de déploiement d'agents, d'enquête. Donc là, c'est un travail effectivement très colossal. Mais si vous voulez, sur le plan des technologies, on a des choses prêtes qui ne demandent qu'à être déployées et la volonté politique est en train d'arriver. Bon, merci beaucoup. Je n'ai pas le temps de redonner la parole à l'adjudant Régis Villette, qu'il m'en excuse. C'est vrai qu'on prend le temps d'expliquer les choses sur ce sujet hautement sensible et important. Et on rappelle l'importance du signalement si vous croisez lors de vos surfs des contenus qui vous semblent heurter la sensibilité des mineurs ou être explicitement criminels. Merci beaucoup Régis Villette, donc chef du Centre d'analyse des images pédopornographiques à la Gendarmerie nationale, commandante Véronique Béchu, chef du groupe central des mineurs victimes, et Jean-Christophe Le Toquin, président de Point de Contact. Juste après la pause, on change de sujet. On va s'intéresser à l'envers du marché de l'attention. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous avec le monde de la donnée et Mathieu Bourgeois, avocat associé au cabinet KGA, auteur chez LexisNexis et cofondateur du Cercle de la donnée. Bonjour Mathieu. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, donc, vous êtes venu nous parler du marché de l'attention. Je l'ai annoncé. Selon vous, cette apparente gratuité des services numériques que nous utilisons masque une contrepartie coûteuse que vous appelez l'économie de la donnée résultante du marché de l'attention. Alors, pouvez-vous nous préciser votre réflexion sur ce sujet? Oui, bonjour Delphine, bonjour à tous. Alors, le marché de l'attention, c'est un concept récent, c'est le fruit des moyens de communication, enfin des progrès, des moyens de communication et des médias de masse. En fait, la situation est très simple. On compare souvent les sociétés traditionnelles, dites pauvres en information, avec les sociétés dites modernes qui sont riches en information. Tout simplement puisque l'information, évidemment, il y a une grande abondance d'informations depuis 2 siècles, pour 3 raisons. Une raison technique, l'apparition de l'imprimerie, des moyens de communication qui se sont considérablement accrus. Des raisons politiques et juridiques avec la consécration de la liberté d'expression et bien sûr la loi sur la liberté de la presse en France et qui s'est propagée dans une partie du reste du monde. Et puis des raisons économiques, c'est le machinisme qui ont permis les gros tirages dans la presse papier, la radio, la télé bien sûr, qui a fait baisser les coûts de production de l'information. Donc une très grande abondance d'informations, mais à laquelle n'a pas, si vous voulez, correspondu un temps disponible élastique, puisque le temps, évidemment, est contraint pour tout le monde, il n'est pas élastique. Et face à cette abondance d'informations, il y a en fait
Et c'est tout le paradoxe, une pénurie de temps. Le temps est devenu rare et comme toute rareté dans une économie capitaliste, c'est donc devenu une valeur. C'est une valeur qui a pu être perçue comme pouvant servir à financer la production d'informations, d'où l'apparition du phénomène publicitaire avec, dans certains cas, certains médias qui ont vécu presque en totalité de cette publicité. Alors tout ça, bien sûr, a été encadré par des règles juridiques, déontologiques. Ça s'est très bien passé jusqu'à l'apparition d'Internet. Alors Internet a été l'aboutissement de ce modèle. Il a été presque l'aboutissement intégral puisqu'il s'est fondé sur une gratuité totale. Alors Internet s'est fondé sur une gratuité totale pour des raisons idéologiques puisque certains pères de l'Internet voulaient un espace de liberté absolue, mais aussi, disons-le, pour des raisons de stratégie économique puisque clairement, certains acteurs ont voulu détrôner des puissances en place avec leur fameux effet réseau. Vous savez, l'effet réseau, Delphine, c'est tout simplement un acteur lance gratuitement un service pour avoir le maximum d'utilisateurs. Les utilisateurs qui deviennent très nombreux sur ce service finissent par attirer mécaniquement les autres puisqu'il devient plus avantageux d'aller sur un service sur lequel il y a beaucoup d'utilisateurs que de rester sur un service sur lequel il y en a peu. Facebook, LinkedIn ont construit leur succès ainsi. Et au cœur de tout cela, eh bien, la donnée joue un rôle central pour deux raisons. Elle bonifie le service de l'opérateur qui les collecte. LinkedIn est sans cesse plus séduisant au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs. Il en va de même pour Facebook et pour d'autres réseaux sociaux. Et puis, la donnée constitue un actif qui peut être transformé, revendu et bien entendu parfaitement partagé. Alors, on comprend bien donc qu'il y a cette contrepartie pour avoir le droit de faire usage de ces données. Pour autant, le contrat semble assez clair. Je pense aujourd'hui, on a des services contre des données. Où est-ce que vous voyez le danger, vous ? Alors, le danger, il y en a deux principaux à mon sens. Premièrement, l'information abîmée par une course au clic, puisque pour des raisons, encore une fois, de financement du service, puisqu'un grand nombre de ces opérateurs vivent, bien entendu, de la publicité, directe ou indirecte, il faut qu'ils soient vus, qu'ils aient un fort audimat, ce qu'on appelle le trafic en ligne. Et donc, ils sont incités parfois à diffuser des messages à fort impact émotionnel et puis aussi à adjoindre des mécanismes de récompense, les likes, les partages, qui incitent sans cesse les internautes à repartager, à consulter et donc à surutiliser ces services et en réalité à donner de leur temps. Vous comprenez, c'est tout le problème justement de l'économie de l'attention, c'est qu'effectivement, on donne littéralement son temps. Alors ça défavorise intrinsèquement l'information sérieuse. Et puis surtout, le problème, c'est que ça peut favoriser des messages qui ne sont pas toujours exacts, et notamment les fameux phénomènes de fake news. Ça, c'est aussi le danger. Ce premier danger a été un peu accru par le laxisme des autorités, qui a conduit à une forme d'abandon des règles déontologiques. On a moins vu que dans la télé et à la radio des sanctions du CSA sur des publicités ou sur des messages ambigus. Ça, c'est donc le premier danger. Et puis le deuxième danger qui me paraît être encore plus grave, c'est la dépossession de tout temps personnel qui peut menacer l'équilibre de chacun, puisqu'on comprend bien que ce temps qu'on utilise d'abord, vous savez, souvent dans les transports, dans les files d'attente, pour utiliser des services numériques, aller sur des réseaux sociaux, très souvent ensuite, on finit par donner du temps qu'on devrait consacrer à des activités fondamentales, le travail, les études, la vie familiale, le repos. Les hommes du XXIe siècle dorment 1 heure de moins que les hommes du XXe siècle. Vous voyez, ça aura certainement des conséquences sur la santé physique et mentale. Donc ce mirage de la gratuité peut attirer sans cesse des personnes qui donnent de leur temps et les conséquences, eh bien, des erreurs, des improductivités, des réactions impulsives, un épuisement. Et puis, disons-le, si nous n'avons plus de temps pour nous, alors nous ne pouvons plus penser. Et finalement, la liberté, la véritable liberté, c'est celle avant tout qui consiste à pouvoir avoir du temps pour penser. Donc, ça menace notre liberté. Il faut donc être vigilant. Alors justement, on manque de temps pour aller beaucoup plus loin, malheureusement, Mathieu. Mais quelles seraient les pistes pour faire face à ces risques que vous dénoncez ? Bon, en un mot, alors très simplement, réprimer. Allez, en 30 secondes. Voilà, réprimer, c'est-à-dire lutter contre la publicité clandestine et notamment le statut des influenceurs, le clarifier, professionnaliser, créer des nouvelles professions réglementées, notamment commissaire à la donnée, je m'en expliquerai plus tard probablement, fiscaliser. À mon avis, il faut fiscaliser convenablement le commerce de la donnée, notamment en taxant certains services prétendument gratuits, mais qui en réalité collectent massivement des données. Et puis enseigner, c'est indispensable. Je pense qu'il faut lancer, je sais que c'est déjà le cas en ce moment, mais peut-être plus massivement encore une instruction numérique à l'image de l'instruction civique, et pourquoi pas un service national universel pour lettrer toutes les personnes d'une classe d'âge sur les dangers du numérique et bien sûr ses bénéfices.
Pourquoi pas? Merci beaucoup Mathieu Bourgeois pour ces premières pistes. Avocat associé au cabinet KGA. On vous retrouve très bientôt pour la suite de l'aventure du monde de la donnée. Sans transition aucune, je vais vous proposer l'innovation du jour des épinards bioniques. À quoi ressemblera demain? Chaque jour, Cécilia Sévry nous en donne un aperçu avec une innovation qui pourrait changer notre quotidien. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, vous allez nous présenter des épinards, mais qui n'ont pas vocation à être mangés, n'est-ce pas? Oui, parce que des chercheurs sont parvenus à transformer des épinards en véritables capteurs de pollution pour les eaux souterraines. Il faut dire que les végétaux sont particulièrement intéressants lorsqu'il s'agit de surveiller l'environnement, parce qu'ils sont en communication permanente avec celui-ci, évidemment, en particulier grâce aux racines qui vont charrier l'eau des profondeurs du sol pour les remonter jusqu'à la feuille. En fait, ce sont de vraies sondes naturelles. Et comment on transforme des épinards en épinards intelligents? Alors, grâce à la nanotechnologie, précisément grâce à la nanobionique. C'est un domaine de recherche qui utilise en fait des nanotubes de carbone pour décoder ou favoriser certaines opérations chimiques qui se déroulent à l'intérieur même des cellules végétales. On va donc donner des nouvelles capacités aux végétaux grâce à la nanotechnologie. Alors ici, pour réaliser ça, les chercheurs du MIT ont utilisé la technique de l'infusion vasculaire. Donc concrètement, ils ont appliqué la solution de nanoparticules sur les feuilles d'épinards et ils ont laissé les feuilles s'en imprégner tout simplement. Résultat, quand l'eau remonte par la racine et qu'elle contient un polluant, un polluant comme par exemple l'oxyde nitrique, la feuille va réagir tout de suite. Les molécules du polluant vont venir s'accrocher au polymère de ces nanotubes de carbone et donc où il va y avoir une réaction qu'on va pouvoir observer par caméra infrarouge parce qu'en fait les nanotubes vont devenir fluorescents et donc en même temps une caméra infrarouge surveille ces feuilles d'épinards pour voir si elles captent bien des polluants et dès qu'elle va le voir une zone fluorescente, elle va pouvoir le signaler en direct, parce que ça va jusque-là, signaler en direct en envoyant un mail aux chercheurs que la pousse d'épinard a détecté de la pollution. Et alors, donc, si ça marche pour la pollution, on peut imaginer que ces épinards puissent servir dans d'autres domaines? Oui, on peut imaginer ça. Par exemple, il y a 4 ans, le MIT travaillait déjà sur les épinards bioniques, mais dans le domaine des explosifs. La première recherche s'est portée là-dessus. Alors oui, on parle aussi donc d'épinards démineurs, toujours avec des nanotubes de carbone, mais cette fois pour détecter des composés donc de nitro-aromatiques comme ceux qu'on trouve traditionnellement dans les mines et dans la plupart des explosifs. Alors pour les pays qui se remettent d'une guerre, par exemple, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir s'assurer non pas qu'il y a encore des explosifs, parce qu'évidemment on aura sauté avant même d'avoir planté les épinards, mais surtout s'assurer qu'il n'y a plus de résidus moléculaires, des traces d'une guerre passée ou d'explosifs là-dessus. Et donc en plus de ça, il y a aussi une autre application assez intéressante avec la pousse d'épinards bionique. On a découvert qu'une fois broyées, on pouvait utiliser les feuilles d'épinards bioniques comme catalyseur pour optimiser les performances des batteries métal-air et des piles à combustible. Alors encore une question, pourquoi les épinards? On pourrait mettre ces nanotubes dans d'autres plantes. Mais en fait, on a choisi cela en particulier pour leur composition. Les épinards, ils ont une forte abondance en fer et en azote. Et donc, c'est très intéressant pour quand on veut utiliser un végétal comme catalyseur, dans ce cas-là en particulier. Bien sûr, sinon, on peut aussi les manger, mais sans les nanotubes de carbone. Ouais, je ne suis pas sûre que ce soit très digeste. Non. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. C'est l'heure du Lab, le rendez-vous où pitch les entreprises du numérique. On se retrouve juste après. Merci à tous de nous avoir suivis. Alors, vous avez vu, c'était une édition un peu particulière autour de cet événement, le Safer Internet Day. On a parlé de sécurité sur Internet, un sujet hautement important. Je vous souhaite en attendant une excellente journée, en attendant de vous retrouver demain pour de nouvelles discussions sur la tech.